vous avez un projet d'investissement, vous êtes face à un souci, vous avez besoin de solliciter un prêt auprès d'une banque, mais la tâche vous est difficile, voire très difficile. Alors pourquoi cette difficulté? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission FM Écho de ce jour qui braque ses projecteurs sur cette difficulté, sur l'octroi de crédit par les banques commerciales notamment. Pour parler de ce sujet, nous recevons sur ce plateau Osé Unamaka, il est économiste. Bonjour monsieur Osé. Bonjour Patrick, c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici. Merci beaucoup. Alors, la question que je viens d'évoquer tout à l'heure, pourquoi ça semble difficile pour les banques commerciales d'octroyer des crédits aux particuliers? De prime abord, il faudrait que je fasse une petite mise au point par rapport à la question qui m'est posée, celle de savoir pourquoi est-ce qu'il est difficile, bon c'est là votre dire, il est difficile qu'une banque accorde des prêts aux particuliers pour leurs éventuels projets. Alors je commencerai par poser quelques jalons en disant que le crédit, le prêt bancaire en soi est par essence l'un des activités qui fait que la banque obtienne des revenus. Donc s'il faut citer les sources de revenus d'une banque ou d'une institution financière, il faut voir le crédit. Alors, je ne dirais pas qu'il est difficile pour une banque, généralement, de manière générale, je ne dirais pas qu'il est difficile pour une banque d'octroyer un crédit à une personne lambda, mais plutôt que les banques emmènent cette question sur base des faits qu'elles-mêmes, elles jugent attrayants pour elles. Dans quel sens? Vous avez un projet, dans n'importe quel secteur, vous souhaiterez avoir un financement d'une banque. Alors, la banque mène une analyse basée sur le risque. Si vous présentez des garanties à la banque que vous êtes une personne solvable, alors là, pour la banque, ce ne sera pas un problème de vous prêter. Ok. Mais dans ce sens, on peut dire que des startups sont directement disqualifiées, puisque des startups, ce sont des jeunes entrepreneurs, des jeunes entreprises. Eux, par exemple, même si le projet est ambitieux, donc ils sont exclus de ce circuit bancaire. Vu le contexte, ça dépend maintenant des contextes. Alors, si on règle cette question sur le contexte purement congolais ou encore africain, ces startups seraient vraiment en difficulté pour obtenir un crédit. Parce que les conditions générales pour l'octroi de crédit, il faudrait que la société ou l'activité soit existante. Ça dépend d'une banque à une autre. Il y en a qui disent une année, il y en a qui disent 6 mois. Là, ça dépend. Ça, c'est la première des conditions. Alors, il y a beaucoup d'autres conditions comme ça, mais seulement, il faudrait que pour que ces startups arrivent à intégrer le circuit bancaire, alors il faudrait qu'il y ait une sorte de révision au niveau de toute la politique bancaire. Donc la responsabilité incombe, je dirais, au gouverneur de la Banque centrale pour réguler justement ce secteur, cette problématique. Ce n'est pas un problème de responsabilité, mais plutôt d'opportunité. Oui. Ce n'est pas opportun que cela soit fait maintenant. Maintenant, je dirais que le risque est encore grand au niveau des startups, parce que les startups, ce sont des activités pour la plupart qui ne sont pas vraiment assis. Oui. Leur revenu n'est pas contrôlé. Ouais. Et aujourd'hui, c'est-à-dire il y a beaucoup de fluctuations au niveau de leur rentabilité, et cela ne met pas en confiance les institutions dans le cas d'un octroi de crédit. Comment vous répondrez aux personnes qui disent que les banques freinent l'élan d'investissement en RDC?
les banques freinent l'élan d'investissement. Bon, quant à cette question, je ne dirais pas, bon, vous allez m'excuser, je ne suis pas de ceux qui campent sur une position. Je dirais qu'on peut voir les choses d'une façon ou d'une autre. Ça dépend de comment on les voit. Premièrement, les banques freinent l'élan d'investissement. Est-ce que les gens qui le disent ont tort de le dire, puisque lorsque vous avez un projet, comme on l'évoquait tout à l'heure, une start-up n'a pas directement accès à un crédit, même si son projet est ambitieux, on vous dira, bon messieurs, vous n'avez aucune expérience, vous présentez beaucoup de risques, et alors on ne vous donne pas de crédit. Est-ce que de ce point de vue, vous pouvez appuyer la thèse selon laquelle les banques freinent l'élan d'investissement, surtout chez les jeunes la plupart? Je ne dirais pas que les banques freinent, parce que s'il s'agissait que de ça... Les mots est dur. Oui, le mot est dur, excusez-moi, le mot est dur. Mais je dirais que les banques ne sont pas les seuls décideurs dans ce cadre-là. Alors, l'État émet une politique économique générale, une politique générale. L'État favorise le cadre pour que les activités se déroulent. Les banques, ce sont aussi des entreprises, les banques. Oui. Les banques sont des entreprises qui financent l'économie, qui financent des autres entreprises, qui sont, en l'occurrence, des start-up. Eh bien, ces start-up veulent avoir un crédit. Mais la banque pose ses conditions. Les conditions pour un crédit, il faut ceci, il faut 1, il faut 2, il faut 3. Exister pendant 6 mois, une année. Par exemple, exister pendant 6 mois, une année, avoir quand même de rotation de revenus assez régulier, pas volatile, je dirais, assez régulier. Disons, généralement c'est ça. Mais si la start-up ou l'entreprise qui est formée, qui est créée, je veux dire, arrive à présenter ses garanties, pour la banque, ce ne sera pas un problème. Moi, je trouve que dire que les banques freinent, c'est quand même un peu trop dire. Okay. Les banques ne freinent pas. Les banques sont là plutôt pour pousser les entrepreneurs. Il y a ces banques qui poussent des entrepreneurs locaux à pouvoir émerger. Alors, le mal ici, c'est que c'est aussi au niveau de la mentalité que nous avons. L'éducation financière. Voilà, au niveau de l'éducation financière. Problème d'éducation financière ou de mentalité en général. Nous, Congolais, vous allez m'excuser, nous confondons beaucoup les choses. Parce que je peux avoir mon entreprise. J'ai mon entreprise, mais il arrive par ailleurs que l'entrepreneur local confond les fonds de l'entreprise et son argent de poche. Il peut faire des dépenses personnelles avec les fonds de l'entreprise. Ouais, quand vous arrivez déjà à faire ça, une gestion financière qui n'est pas assez orthodoxe, quand les banques voient, mais en tout cas là on n'y touche pas. Il y a lieu de douter. Le risque a été levé. Voilà. Et c'est pour cela que les banques, au lieu d'analyser simplement les dossiers, et de le dire que non, voilà, monsieur, madame, votre entreprise, le niveau de votre activité est risqué, nous ne pouvons pas financer. La banque met en place, les banques en général, met en place des mécanismes d'accompagnement pour suivre l'activité du client. On peut obliger au client, par exemple, de déclarer ses revenus mensuels à la banque avec le prêt que la banque le fait. La banque peut mettre sur pied des missions de contrôle, surprise ou non surprise, des descentes sur terrain, vérifier comment est-ce que l'entreprise en question évolue dans ses activités. C'est tous ces mécanismes que la banque a mis en place pour en fait réduire le risque d'insolvabilité des entreprises. Parce qu'une entreprise peut au début, présenter une bonne santé financière. Mais peut aussi présenter des garanties que plus tard, elle sera solvable.
sur papier. Ça peut se voir. Mais au niveau de la gestion financière, quand les choses sont confondues, comme à l'exemple que j'ai précédemment cité, alors cela peut faire en sorte que l'entreprise n'atteigne pas ses objectifs. Et quand l'entreprise n'atteint pas ses objectifs, ce qui fait qu'elle est en incapacité de rembourser et la banque est en incapacité de générer les revenus dus à ce crédit qu'elle octroyait à l'entreprise. Parce que lorsque les banques, excusez-moi, nous allons faire un peu l'histoire, les banques, pour elles, le fait qu'elles se retrouvent avec beaucoup de créances qui ne sont pas remboursées, c'est un danger pour l'économie. Alors, je vais vous emmener en 2008. En 2008, ce n'était pas des crédits business qui étaient octroyés, c'était plutôt des crédits aux particuliers, des crédits immobiliers. Okay. Lorsque il y avait le boom immobilier, le secteur immobilier dans les années 2005 était vraiment en expansion aux États-Unis. Alors, les banques avaient identifié le secteur comme étant un secteur juteux. Ils se sont adressés aux investisseurs. Les investisseurs, plutôt les banques, ont prêté déjà de l'argent aux particuliers pour que les particuliers arrivent à se payer une maison et rembourser petit à petit. Ouais. Alors, déjà que les prêts, quand quelqu'un demande un crédit à la banque est contraint de... Comment dire? La banque est contrainte d'avoir des garanties. Alors, puisque le marché était tellement en expansion, les banques se sont dit, non voilà, c'est un secteur en expansion, on pourrait faire plus de crédits si et seulement si on pouvait octroyer de crédit, même à des personnes qui ne présentaient aucune garantie de remboursement. Ouais. Alors, c'est comme ça que les banques ont commencé à faire des prêts à des personnes qui ne présentaient aucune garantie de remboursement. Et ce qui a fait que plusieurs personnes se retrouvaient en situation d'impayé. Ils ne pouvaient plus rembourser. Les banques ont dû saisir toutes les maisons des personnes qui ne pouvaient pas payer. Et ces maisons de plusieurs milliers de maisons, à qui les vendre? Ce qui fait que les banques étaient bloquées. Les investisseurs de leur côté étaient bloqués, avec beaucoup de créances qui n'étaient pas honorées. Ça nous a conduit à la crise. Ok. Mais maintenant, puisqu'on en parle, quels sont les critères des personnes qui sont censées recevoir du crédit auprès d'une banque? C'est quoi les critères aujourd'hui pour que vous soyez éligible à être en possession d'un crédit? Pour que vous soyez éligible à l'octroi du crédit. Alors, ça va dépendre d'abord de quel type de crédit. Justement. Un crédit business, par exemple. Un crédit business. Alors, la première des conditions, c'est d'avoir une activité économique génératrice de revenus. Une activité existante de plus ou moins une année. Cela dépend des institutions, d'une institution à une autre. La deuxième des conditions, il faudrait que vous ayez une entité réellement enregistrée et reconnue chez l'État. Donc, c'est-à-dire vous possédez votre RCCM, votre registre de commerce et de crédit immobilier, votre identification nationale et votre numéro impôt. Vous payez régulièrement vos impôts et vous faites vos déclarations fiscales. C'est ça la condition. Alors, ajouter à une condition, c'est-à-dire que votre gestion financière doit être analysée de manière à ce que la banque découvre que c'est une gestion orthodoxe et que la gestion financière au sein de l'entreprise ne puisse pas constituer un obstacle au remboursement du crédit. Là, c'est pour des conditions générales. Pour les autres, ça dépend maintenant d'une institution, pour les conditions particulières. Il y a des conditions... il y a certaines institutions qui souhaiteraient que la gestion financière s'efface par catégorie des personnes, voyez, compte tenu de leur niveau de connaissance. Là, maintenant, ça va dépendre. Mais pour les conditions générales, si vous êtes
vous êtes bien enregistré comme étant entreprise, vous avez une bonne gestion financière, votre activité date déjà par l'activité déjà faite, vous démontrez à la banque que que vous avez déjà œuvré et fait une bonne gestion financière et vous êtes une entreprise viable, c'est-à-dire une entreprise qui génère des revenus et qui sait s'occuper de ses charges. Comment la banque vérifie toutes ces informations? Est-ce que c'est à travers la centrale des risques? Les informations... Notamment sur la crédibilité du client. Est-ce qu'il n'a pas eu des antécédents avec d'autres banques? Justement, il y a dans la banque, il y a un principe. On dit que know your customer, connais ton client. Donc, c'est-à-dire, il y a des analyses qui sont faites sur les activités du client, sur la personne du client, s'il a eu des antécédents quelque part, vous voyez. Les banques sont entre elles en contact, vous voyez, et ils connaissent leurs clients. Il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour que le client soit checké. On check son identité, on check ses activités. Tout est mis en place. D'accord. Nous savons que la plupart des opérateurs économiques ici dans notre pays œuvrent dans l'informel. Donc si vous demandez par exemple à ces gens-là de vous emmener le RCCM, des numéros impôts, tout ça, ça sera peut-être compliqué. Est-ce que dans ce sens, vous ne pensez pas qu'il y ait directement qu'on mette en place une banque d'investissement, ou soit qu'on puisse carrément réguler le secteur informel, les coacher pour qu'ils puissent aussi, eux, à leur tour, avoir accès à ce circuit? J'ai suivi, je crois l'année passée, une publication de la Banque centrale qui estimait le volume du commerce de l'informel à plus de 80%. Voilà, justement. Ça représente un chiffre colossal, vous n'avez pas l'idée. Alors, le secteur informel, si on arrivait à le faire rentrer dans le formel, ce serait bénéfique pour tous. Ouais. Alors, mais ceux qui sont dans le formel crient d'ailleurs à la pression fiscale, à des tracasseries. Vous ne pensez pas que ceux qui sont quand même dans l'informel vivent au moins mieux? Ceux qui vivent dans l'informel, bon, il n'y a pas de réponse toute faite. Ceux qui vivent dans l'informel pourront peut-être dire que dans une certaine mesure, ils esquivent tout ce qu'il y a comme tracasserie au niveau de... Mais c'est bien en fait, c'est bien ça le problème. Vous pouvez éviter tout ce qui est comme tout ce qui est tracasserie administrative, les taxes et consorts, mais ça rattrape toujours. Parce que avec ça, si vous n'avez pas vos papiers, vous n'avez pas tout ce qui est comme sous-bassement de votre activité, vous ne pourrez pas avoir un crédit dans une banque, par exemple. Mais la banque, bon, j'ai dit les banques, je parle des banques en général. Les banques, moi je suis aussi banquier. Les banques en général, il n'y a pas longtemps, il a été créé un fonds, bon, pas un fonds d'investissement, mais la banque Equity Bank à l'époque, avait mis en place un crédit agricole pour les agriculteurs. C'est vrai, mais la plupart des agriculteurs sont informés. Le secteur de ce côté-là est détenu par des gens informés, par des activités informelles. Mais l'agriculture, on peut dire que toute l'étendue du pays, nous vivons de l'agriculture. Mettre en place un crédit agricole, moyennant quelques ajouts pour que ces personnes rentrent dans le formel. Et des allègements sur des mesures qui existent. Les allègements, bien sûr. Voilà pourquoi je parlais je parlais en amont de la responsabilité aussi de l'État. Oui. Parce que c'est l'État qui est censé réguler. Si l'État régule,
le secteur informel, ça donne les garanties aux banques qui sont aussi des entreprises qui n'aimeraient pas perdre. Vous voyez, quand un entrepreneur perd, c'est compliqué. Si l'État aussi présente des garanties, met des garde-fous de manière à ce que tout le monde se retrouve, ce serait beaucoup plus facile. Donc, dans ce cas-là, la responsabilité n'est pas qu'aux banques, la responsabilité est au niveau de l'État et aux banques, et aussi chez les La responsabilité partagée. Voilà, les responsabilités sont partagées. D'accord. Lors d'une conférence sur le risque pays, notamment au dernier trimestre de l'année dernière, l'agence, je crois, Blue Fade, a accordé à la RDC la note de 5 sur 10 en matière de risque pays. Alors, n'est-ce pas un élément qui doit pousser les banques commerciales notamment à alléger les risques sur l'octroi de crédit? 5 sur 10, c'est quand même quelque chose. Bon, je ne sais pas trop sur quels critères se sont basés cette cotation. Mais le risque, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Vous voyez, qu'on maîtrise à 100%. Le risque, en fait, on le définit en français comme étant la capacité qu'a un événement à subvenir. Ou bien, en fait, la probabilité qu'a un événement à subvenir. On ne sait pas trop contrôler le risque. C'est vrai, sur base des chiffres, on peut se dire que, voilà, la note, elle est quand même acceptable. Quitte à pouvoir donner à la banque quand même un discours pour alléger le niveau, abaisser un peu la garde au niveau de leur contrôle risque. C'est un argument. Mais n'étant pas sûr ou ne connaissant pas les critères sur lesquels sont basés ou l'échantillon qui a été prélevé, je préfère être prudent et dire que voilà, c'est encore à prendre avec beaucoup de réserve. Un autre problème avec les banques, c'est notamment le taux d'intérêt qui semble être très élevé. Pourquoi placer la barre si haut? Est-ce que ce n'est pas décourager ceux qui viennent demander les prêts? Le taux d'intérêt des banques est élevé. Ouais. Mais c'est en raison de quoi? D'abord, les taux d'intérêt de la banque est calculé sur base du taux directeur? Voilà. De la banque centrale. Oui, est calculé en fonction du taux directeur de la banque centrale. Mais aussi, les banques, par de nature, leur activité repose sur la collecte de l'épargne et le financement du crédit. Ouais. À ne pas oublier que la banque est une entreprise qui vise la maximisation de ses recettes. Oui. Alors, pour collecter l'épargne, la banque est obligée d'assurer à ses épargnants que votre argent, je le rémunère. Vous ne le déposez pas en vain. Ouais. Et en collectant l'épargne, donc la collecte de l'épargne, c'est une charge pour la banque parce que la banque rémunère cette épargne. Peu importe le taux d'intérêt de rémunération, c'est une charge. Même si on met 1%, 1,5% l'an, mais calculé sur 2, 3, 4 personnes, 1 million de personnes, 500 000 personnes, c'est beaucoup. Justement. C'est une charge pour la banque. Mais cette charge est faite, elle est comment? Elle est assurée justement parce que ce crédit, ces épargnes doivent être octroyées en termes de crédit pour que cela génère des revenus d'intérêt. Alors, puisque la banque étudie le secteur, étant agent économique, étant entreprise, voit que au niveau d'un secteur donné, ou bien si je veux octroyer du crédit, il est de mon intérêt, de mettre le taux d'intérêt ou de placer le taux d'intérêt plus élevé. Alors,
c'est un peu comme l'offre de la demande. Calcul simple. Mm. Si moi, je suis dans un coin et que je vends un bien, je le vends à un prix élevé et que malgré moi, malgré le prix que je place, j'ai des acheteurs. Bon, parce qu'on dit en économie, l'économie est une science amorale. Vous voyez? Puisque je gagne, à cause de mon prix, je maintiens le prix. Ouais. Et vous bloquez le passage aux autres, ceux qui veulent venir accéder à ce prix. Vous ne tenez pas compte des autres? Non, mais j'ai parlé plus tôt des arrangements que la banque fait avec certaines personnes. La banque n'est pas catégorique. Les banques ne sont jamais catégoriques quant au taux d'intérêt. Si quelqu'un vient, il y a des arrangements. Il y a aussi des arrangements qui peuvent être faits avec un particulier. Ça dépend de quel type de crédit. Même dans le crédit business, il y a de classifications. C'est pas tous les crédits sont pas idem. Ça dépend d'abord du montant, du niveau d'activité. C'est comme ça que la banque évalue le niveau de risque. Ok. Alors aujourd'hui, pour maximiser les chances d'avoir un crédit d'un business, par exemple, faut-il pour les particuliers se constituer en coopérative pour que ça aille mieux? Par exemple, c'est une solution qui a été... j'ai assisté à une conférence lors de mes graduats. Cette question a été évoquée. Il fallait que on parlait plus des agriculteurs. Les agriculteurs se constituent en coopérative et sur base de ces coopératives, elles peuvent demander à la banque un crédit. Ce serait beaucoup plus facile. Bon, je dirais pas facile, mais ce serait présenter comme ça. Voilà. Si se présenter comme ça dans le label d'une coopérative. Parce que dans la coopérative, vous pouvez être 3, 4, plusieurs, même 10. On peut... comment je dirais? Si quelqu'un est défaillant, présente un problème de remboursement ou de faillite dans son activité, vous allez le supporter. Okay. Ainsi, ça va assurer le fait que le crédit soit remboursé. Exactement. Et en plus que la coopérative, vous pouvez peut présenter des garanties à la banque. Voilà ce qu'on appelait, je ne sais pas si le terme a changé, qu'on appelait le crédit de groupe. C'était possible ou c'est encore possible. Ok. Selon vous, puisqu'on parlait tout à l'heure du secteur informel qui avoisine les 80% sur l'économie en général, est-ce que vous pensez que pour ceux qui sont exclus du circuit bancaire en raison notamment de beaucoup d'exigences, est-ce que vous pensez que la meilleure option c'est recourir notamment aux institutions de microfinance? Les institutions de microfinance. Oui, pour ceux de l'économie informelle. Bon, déjà que là, on n'est plus à l'époque où on faisait une très grande distinction entre les banques classiques et les institutions de microfinance. Justement parce que les banques ont compris que les institutions de microfinance en Afrique étaient les mieux positionnés, puisqu'ils avaient accès aux petits peuples, aux particuliers. Alors, de plus en plus, les banques classiques sont en train d'empiéter, si je peux dire, d'empiéter sur le secteur des microfinances. C'est-à-dire, il y a les banques qui octroient maintenant des microcrédits pour justement les activités. Bon, pas aussi informelles. Mettre dos au mur les institutions de microfinance. Bon, je dirais pas que c'est pour mettre dos au mur. Les banques ont vu qu'il y a de l'opportunité, surtout quand on est en Afrique. C'est-à-dire, le problème des Africains se règle comme des Africains. Il y a les Africains qui sont dans un secteur plus
plus positionnés. Alors, les banques viennent, se disent, les microfinances, voilà, nous, on a des gros clients, on a les corporates, on a les entreprises, mais en même temps, ça, nous les avons déjà. Mais il y a des capitaux qui nous échappent auprès de ces petits commerçants, des micros, des PME et consorts, des très petites entreprises. Mais comment nous rattraper vis-à-vis de ceux-là? Ce qu'il faut faire, c'est qu'ils ont dû faire, c'est de diversifier le crédit au niveau de la banque. Là, ce n'est pas entrer dans les champs d'action des institutions de microfinance. On peut dire ça? On peut dire ça, mais je pense que les banques se sont plutôt adaptées aux réalités africaines. Parce que... Dans ce sens, c'est quoi maintenant la particularité, soit la raison d'existence des institutions de microfinance si les banques classiques font maintenant la même chose? Bon, ils auront toujours leur raison d'exister. Parce que le fait que les banques, si on définit les banques et intermédiaires, vous voyez, comme un peu les microfinances aussi. Mais le secteur des banques va un peu plus loin. Mais c'est comme... bon, je dirais qu'ils ne les empiètent pas parce que rien ne leur interdit. Vous voyez un peu, ils ne sont pas restés dans une vision radicaliste, qu'on reste banque classique, on travaille avec des grandes entreprises, non? Parce que si une banque veut évoluer, ou une entreprise quelconque veut évoluer, il faille qu'elle s'adapte aux contraintes, aux réalités du milieu dans lequel il évolue. Les banques se sont juste adaptées. Voilà. Ok. Alors, le manque d'éducation financière, comme je le disais, peut-il aussi constituer un obstacle pour ce secteur de crédit, notamment les particuliers, manque d'éducation financière? Je dirais que oui, un très grand obstacle d'ailleurs. Parce que vous soutenez donc l'organisation des conférences pour sensibiliser notamment. Exactement. Il faut sensibiliser tous les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, parce qu'il y en a qui, par manque d'éducation financière, peut-être qu'ils ont la capacité d'aller plus loin. La capacité d'aller plus loin, de développer leurs activités, mais n'étant juste pas informés de comment cela serait possible, je pense que certains abandonnent leurs rêves ou se limitent quelque part ou ne devraient pas se limiter. Oui. Alors, je soutiens le fait qu'il faudrait de temps en temps, pas de temps en temps d'ailleurs, tout le temps, sensibiliser la population locale sur l'éducation financière, sur la manière dont on gère une entreprise, parce qu'il y a beaucoup de potentialités. Vous le constatez avec moi que l'homme africain, le peuple africain est un peuple très entreprenant. On le voit déjà, mais peut-être que l'information ou les cadres réglementaires ne lui permet peut-être pas, mais vous constatez qu'au niveau des potentialités, il y en a. Mais il faudrait juste que ces potentialités soient encadrées par l'apport d'une certaine information nouvelle à ces personnes. Très bien. Alors, quels sont les risques que court notamment le débuteur qui ne respecte pas ses engagements vis-à-vis d'une banque? Le risque que court voilà. Des risques au niveau de la justice aussi? Oui, ça peut aller jusqu'à ce niveau-là, mais pour une banque déjà, si vous en arrivez là, pour une banque, c'est que quelque part il y a une mauvaise analyse. Soit il y a eu quelque chose qui a vraiment échappé au contrôle de la banque. Vous voyez? Quelqu'un peut se retrouver en situation d'impayé. La banque négocie avec le client pour
justement établir un plan pour que le client arrive aux prochaines des échéances à se rattraper. Alors, les risques d'une personne qui ne rembourse pas, bon, d'abord, si l'activité, la personne, son activité tombe en faillite, par exemple, bon, la banque, puisque la peut comprendre. La banque comprendre. Oui, la banque peut comprendre. Comprendre, oui, mais la banque a des garanties que cette personne a présentées. Ouais. Il y a un moyen pour rattraper les crédits, c'est la banque peut saisir les biens de la personne. Mais les banques évitent d'en arriver là. Justement parce que les banques ont mis en place un mécanisme de suivi de l'activité du client. Donc, il suit à la loupe les activités du client, surtout pour le crédit business. C'est justement pour éviter à en arriver là que les banques préfèrent travailler en amont. Parce que s'il s'agit de recouvrement, là, c'est la dernière des dernières mesures où il faut aller jusqu'à saisir les biens du créancier, du débiteur. Voilà. Ok. Alors, à quelle proportion les financements des particuliers par des banques peuvent booster l'économie nationale? À quelle proportion? De manière générale, l'économie est boostée par les acteurs économiques, c'est-à-dire les producteurs et les consommateurs. C'est-à-dire, il faut que les gens consomment pour que l'économie, c'est là une théorie, il faut que les gens consomment pour que l'économie soit boostée. Pour que les gens consomment, il faut que les gens aient les moyens. Alors, pour mieux répondre à ça, il faut qu'on comprenne le cycle de crédit. La banque octroie le crédit à un particulier, ou soit à une entreprise, de manière à ce que l'entreprise ait les capacités de beaucoup plus produire. Si l'entreprise produisait, par exemple, je prends une entreprise de production d'eau, si elle produisait 500 bouteilles, qu'elle arrive à produire 2000 et vendre tous les 2000 de manière à ce qu'elle se fasse plus de revenus. Et quand elle se fait plus de revenus, ça lui donne les moyens d'aller chercher un autre crédit. Vous voyez? C'est ça un peu le cycle. Donc, la proportion de crédit, bon, elle n'a pas encore été calculée. Peut-être dans d'autres ouvrages, la proportion des banques à financer la croissance économique, elle est importante. Parce que la banque, d'ailleurs, je dirais que la banque est un élément incontournable pour la croissance économique. Parce que si on suit une théorie économique, c'est que l'économie, la croissance économique repose, on peut le dire, sur le crédit. Plus il y a de crédit, plus il y a de croissance économique. On ne peut pas faire de croissance économique sans crédit. L'économie ne peut pas être boostée sans crédit. Le crédit est indispensable pour une économie. Parce que le crédit, c'est la création monétaire qu'on appelle une création monétaire ex nihilo, c'est-à-dire sur base de rien. Du néant, oui. Du néant. Vous voyez? Quand je vous prête, je vous prête 1000 francs, vous me remboursez 1050 francs. J'ai créé une richesse. J'ai créé une richesse de 50 francs. Vous voyez? Donc c'est le crédit qui favorise la croissance économique. Il n'y a pas de croissance économique sans crédit. Quand vous le dites, moi je pense à ceux qui ont eu, par exemple, de mauvais souvenirs avec certaines banques qui sont tombées en faillite alors qu'ils avaient leur cœur là-dessus. Je parle par exemple de BIAC sans le citer. Tout récemment aux États-Unis d'Amérique, il y a eu encore une autre banque qui est tombée en faillite. J'ai un peu perdu de vue sur le nom. Le Crédit Suisse également. Bon, c'est un peu plus partout dans le monde. Donc la RDC n'échappe pas à cette réalité. Est-ce que vous
allez dire à une personne comme ça qui avait son espoir au sein d'une banque, qui est tombée en banqueroute, de renouveler encore son espoir et faire confiance aux banques dans ce contexte? Oui, c'est une très bonne question. Dans ce contexte-là, ce serait difficile. Mais il faudrait que l'on parte des causes qui ont amené ces banques à faire banqueroute. Voilà. Si on prend la banque aux États-Unis, les Lehman Brothers, c'était justement dû à la crise économique, pour le fait que je vous ai cité. C'est-à-dire, en fait, je ne dirais pas toute l'économie, c'est-à-dire le crédit, les banques, tout ce qui est d'ailleurs de l'économie, ça repose sur une valeur incontournable qui est l'éthique. Parce que sans éthique, on ne peut pas faire des bons business. C'est ça la valeur incontournable dans le business. Quand il n'y a pas d'éthique, alors vous imaginez que les banques américaines, du haut de leur réputation, émettre des crédits sans aucune garantie. Ouais. Parce que lorsque un crédit est émis, la banque obtient la créance. Et la banque vend ses créances aux investisseurs et sous forme des titres. Mais quand un investisseur, quand il achète une créance auprès d'une banque, quand il achète un titre, qu'est-ce qui lui rend confiant que ce titre est, ne va pas lui poser problème? C'est-à-dire les notations qu'on donne aux titres par les sociétés d'assurance. Vous voyez? Et les sociétés d'assurance, certaines qui ont, je dirais, manqué d'éthique, ont mieux coté des titres qui, en amont, ne présentaient aucune garantie. C'est comme ça que les investisseurs ont acheté ces titres. Alors, lorsque la bulle, comme on dit, toute bulle éclate, la bulle a éclaté, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés avec des titres qui ne valaient rien. Justement parce que quelque part, il y avait quelques personnes qui ont manqué d'éthique. C'est un problème d'éthique. Bon, pour le cas congolais, je n'ai pas trop d'informations là-dessus, au risque de plonger sur des allégations. Mais je pense que, en général, tout ce qui est arrivé aux banques, que ce soit dans le monde, dans notre pays, c'est un problème d'éthique. Lorsque vous avez une bonne éthique dans les business, ça paye. Raison pour laquelle vous verrez certaines institutions qui sont maintenues jusque-là, justement parce qu'il y a de l'éthique dans le travail. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup, monsieur Osé Namaka, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Patrick. Chers téléspectateurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Nous avions parlé dans notre numéro d'aujourd'hui de FM Echo sur les difficultés qu'il y a pour les banques d'octroyer des crédits. Nous pensons que vous avez tiré des leçons sur la matière qui a été développée au cours de cette émission. Nous vous retrouvons très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.